Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour est un spécialiste dans la collecte, le traitement et la diffusion du renseignement économique. Son terrain favori, l'Afrique évidemment. Il est le président du Centre africain de veille et d'intelligence économique, le CAVI. Guy Gouette, bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Depuis combien de temps existe-t-il le CAVI? Écoutez, le CAVI a été créé, c'était en août, le 3 août 2015 à Yaoundé au Cameroun. Pourquoi Yaoundé au Cameroun? Pourquoi pas en France? Pourquoi pas à Bruxelles? Je ne sais pas. Eh bien, parce que simplement, je suis d'origine camerounaise et que, passant mes vacances au Cameroun et ayant autour de moi toute une kyrielle de spécialistes de l'intelligence économique et des marchés africains, on a estimé qu'il fallait créer là, au fond du golfe de Guinée, au cœur de l'Afrique même, le centre qui avait pour mission primordiale à la fois de défendre les intérêts économiques de l'Afrique, de rendre beaucoup plus transparents nos marchés et puis d'être influent auprès des décideurs. C'est pas pour fuir le fisc français, non. Loin s'en faut, parce que nous restons encore fondamentalement une organisation à but non lucratif et que, pour ne rien vous cacher, il y a quelques jours seulement que nous avons créé en France, nous avons déplacé en France le siège du CAVI Europe, qui était initialement basé à Bruxelles, en Belgique. Vous venez de me voler une de mes questions. Quand je préparais notre entretien, je me suis dit, le CAVI, on m'a dit que le CAVI, c'était au Cameroun. Et pourquoi il y a un CAVI Europe avec les étoiles du drapeau européen? Qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est le même CAVI? C'est quelqu'un d'autre? C'est des dissidents? C'est quoi, en fait? C'est exactement le même CAVI, parce que dans l'intelligence économique, et j'espère qu'on va y revenir tout à l'heure, il y a 3 dimensions fondamentales. La première dimension, c'est la défense des intérêts des opérateurs économiques africains, on va y revenir tout à l'heure. Il y a l'aspect offensif et il y a l'aspect influence. Eh bien, dans l'aspect influence, nous devons être auprès des décideurs qui viennent de l'international. Il ne vous a pas échappé qu'aujourd'hui, l'Afrique est le continent le plus courtisé, où la plupart des opérateurs économiques internationaux veulent aller. Eh bien, il faut leur raconter une autre histoire. Il faut être capable de répondre aux besoins spécifiques de ces opérateurs qui veulent aller sur les marchés africains, qui ont besoin de transparence, de lisibilité, de personnes qui ont une double culture, c'est-à-dire une culture aussi bien occidentale, parce qu'ils vont faire leurs études en Europe, ou asiatique quand il y aura CAVI Asie demain, mais qui ont un ancrage africain manifeste. Qui peut être palpable et qui apporte de la valeur ajoutée aux produits et aux services qu'on leur apporte, d'où le CAVI Europe. J'ai vu que c'était un centre, dites-vous, pour 54 pays, donc les 54 États de l'Afrique. Et j'ai fini par me dire, c'est grandiloquent ça, de prétendre que c'est un centre de veille économique pour 54 États. On ne peut pas faire de la veille économique pour des États faillis comme le Soudan du Sud, par exemple. Écoutez, nous considérons au CAVI que le courage, c'est de voir la réalité et d'aller vers l'idéal. Le courage, c'est ce que vous décrivez. C'est quelquefois des États faillis, mais faillis au sens à la fois du droit constitutionnel, d'une part, et d'autre part, au sens où d'autres ont décidé, depuis Washington par exemple, que c'était failli, que c'était des États faillis. Donc, on prend cette réalité en compte. On note qu'il y a des opérateurs économiques sur place qui ont besoin de défendre leur marché, mais qui ont aussi besoin d'aller à l'international. Donc, ça nous intéresse. On part de cette base-là, de cette typologie d'État, justement, que vous qualifiez de failli à tort ou à raison, cela vous appartient, pour nous étendre sur l'ensemble du territoire africain. Donc, à l'heure où je vous parle, il y a 37 CAVI qui existent. Donc, il y a CAVI dans 37 pays, au Cameroun, en Tunisie, et j'en passe des meilleurs. L'idée, c'est qu'in fine, il y ait un CAVI national dans chacun de ces différents pays pour que nous atteignions l'objectif cité, à savoir être présents dans les 54 pays. Dans un environnement de guerre économique, je me posais cette question en disant comment faire pour que l'Afrique ne soit pas, allez, on va dire, perçue comme juste une proie. Nous estimons qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus une proie qu'un acteur offensif pour les autres opérateurs économiques. Nous prenons conscience de cela. Nous prenons conscience de Zio que nous avons été formés dans les mêmes conditions de température et de pression qu'un certain nombre d'acteurs qui nous considèrent précisément comme des proies et que nous sommes aujourd'hui tout à fait outillés, mais parfaitement outillés pour être à la fois des gens, des guerriers sur le terrain économique capables de défendre leur marché,
pour ne plus attirer simplement des investisseurs mafieux ou des mafieux investisseurs, d'une part, et d'autre part, être capable de partir aussi à la conquête des marchés extérieurs. D'où l'idée d'un CAVI Europe, d'où l'idée d'un CAVI à l'extérieur de l'Afrique qui manifeste notre capacité à nous mouvoir à partir de notre propre terrain pour aller à la conquête d'autres terrains. Je me faisais une autre réflexion. Je disais, leur matière première, c'est l'information à l'état pur, l'information la vraie. Comment fait-on, comment prétend-on faire de la veille économique quand l'information sur le continent n'est pas fiable? Pardonnez-moi de le dire, mais pour obtenir la bonne information, le bon chiffre, c'est la croix et la bannière. Je vous remercie infiniment, mon cher Ahmed, pour cette question, parce qu'elle marque aujourd'hui toute la différence qui existe entre les acteurs africains de l'intelligence économique d'une part et les acteurs africains et les acteurs de l'intelligence économique tout court. Par exemple, qui viennent de l'international, qui arrivent à arracher des contrats de multinationales, etc., en leur disant « nous, on sait appréhender l'Afrique, on sait l'apprécier, etc. » Eh bien, ces acteurs-là utilisent précisément les sources ouvertes pour rester dans la légalité, dans les chiffres qui sont publiés aussi bien par les gouvernements que d'autres organisations qui opèrent sur place. Ça, c'est la réalité des chiffres de sources ouvertes. Mais ce que vous dites et qui est très, très intéressant et qui marque la différence de ce que nous faisons aujourd'hui et qui marque une de spécificité même de l'intelligence économique africaine réside dans le renseignement humain. C'est-à-dire que précisément notre travail d'investigation commence là où s'arrête l'information qui a été publiée. C'est là où nos opérateurs descendent sur le terrain, identifient les sources pertinentes de l'information, la collectent, la traitent, la comparent à d'autres sources d'informations pour, in fine, donner une matière première qu'on ne risque certainement pas de trouver sur Internet ou sur d'autres bases de données très courantes. Je vais vous prendre au mot. C'est simple. Je suis un investisseur. Je suis dans ma tour d'ivoire à la Défense ici à Paris. J'ai des vues sur le pétrole. J'ai des vues sur les télécoms. Je veux investir à Yaoundé, au Cameroun en général. Et je fais appel au CAVI. Parce que je cherche des renseignements fiables. Vous faites quoi? Écoutez, on fait deux choses. La première chose qui fait partir du cycle de renseignement et qui est tout à fait fondamentale, c'est le débriefing. Au commencement est le questionnement du décideur. Je veux aller en Afrique, de quel type d'informations avez-vous précisément besoin? Donc on commence à faire un débrief pour bien appréhender votre questionnement et quelquefois on se rend à l'évidence que nous pouvons être l'intermédiaire entre vous et vous-même. Vous aider à mieux comprendre la problématique que vous êtes en train de cibler. Donc une fois que ce travail de débriefing a été fait, à ce moment-là, on déploie un plan de renseignement en vue de collecter l'information qui vous permet de décider. Mais par-dessus tout, et c'est là où le rôle du CAVI est aujourd'hui de plus en plus important, c'est que les questions telles que celles que vous posez sont loin de l'anecdote. En fait, elles sont courantes au sein du CAVI. Ce qui fait que nous sommes aujourd'hui un prescripteur. Quand un opérateur nous dit de manière générale « je veux aller en Afrique on lui rappelle fort opportunément qu'on est sur 54 États, avec des différences, somme toute, importantes d'un État à un autre. Et la prescription pour nous consiste précisément en fonction des forces et des faiblesses de notre client, des menaces et des opportunités offertes par le marché africain sur le secteur d'activité de notre client. Notre travail, disais-je, consiste à prescrire en posant des drapeaux sur la carte de l'Afrique, en lui disant « ici, c'est beaucoup mieux pour vous, là-bas, un tout petit peu moins ». Et si je vous suis, c'est simple. On est dans un bureau de clinicien économique qui dit « Très bien, j'ai compris vos attentes, mais je vais vous dire deux ou trois choses. Si vous posez vos billes ici, vous gagnerez ça, ou vous pourrez gagner ça. Mais si vous les posez ici, pensez à ce que ça peut vous rapporter de plus, la plus-value que vous ferez. Ici, c'est plus dangereux. Ici, c'est moins dangereux. On vous le dit comme ça en toute amitié, mais c'est vous qui décidez, c'est ça? On va beaucoup plus que cela, parce qu'on ne se contente pas de le dire ainsi à l'opérateur qu'on a en face. Il faut savoir que nous avons un travail qui est d'un sérieux tel qu'on peut s'en prévaloir devant les cours et les tribunaux. Donc, le jugement que nous rendons, la prescription que nous émettons, nous engage. Donc, à partir du moment où on dit « go », un go possible à un client qui s'engage dans un marché précis, eh bien, tout cela est documenté. Tout cela est documenté, donc il prend sa décision
en bonus pater familias, en toute connaissance de cause. C'est documenté. Comment on fait pour appartenir ou travailler au CAVI ou apporter son expérience au CAVI? Est-ce que moi, par exemple, je peux me lever, toute prétention, voilà, pour dire je suis un expert du CAVI? Écoutez, jusqu'ici, il y a eu 2 modalités de recrutement au sein du CAVI. Oui. La première modalité, c'est celle du commencement. C'est-à-dire que tout au début, il a fallu recenser les acteurs qui nous semblaient les plus pertinents en matière de technique, de méthode, mais aussi d'éthique. Parce que l'intelligence économique a une certaine éthique. Nous sommes au voisinage du renseignement. Donc, ces acteurs-là ont été réunis. Les plus pertinents dans les différents pays où nous sommes représentés ont été réunis. C'était la première modalité de recrutement. La seconde modalité, qui est en cours depuis février 2019, c'est celle qui oblige systématiquement tous ceux qui veulent adhérer au CAVI à avoir suivi une formation du CAVI. Parce que l'intelligence économique, tenez-vous bien, ce n'est pas qu'un état d'esprit, ce n'est pas que des techniques, ce n'est pas que de la méthodologie, mais aussi c'est par-dessus tout une façon de lire le monde. Et nous, au CAVI, nous lisons le monde à la fois au vu de l'histoire de l'Afrique, au vu des réalités de l'Afrique, mais aussi au vu de ce que nous voulons faire de l'Afrique, à savoir une terre de compétitivité économique. Donc, pour prétendre être un expert du CAVI, il faut avoir été formé aux méthodes d'investigation, aux méthodes de restitution du renseignement par le CAVI. Exactement, parce qu'aujourd'hui, le CAVI est positionné comme une espèce d'ordre des experts africains de l'intelligence économique, avec tout ce que cela implique, tant en termes de maîtrise des outils, mais aussi et surtout en termes de savoir-faire, en termes d'éthique. J'insiste beaucoup sur le terme éthique. La formation, elle est quoi? Elle est payante, elle n'est pas payante? Qu'est-ce qui se passe? N'importe qui peut se lever et dire, tiens, j'ai envie finalement de travailler dans l'intelligence économique, je m'adresse au CAVI et je me fais former, et ça y est, je suis un expert, c'est comme ça que ça se passe? Nous avons fait 3 choses depuis notre création en 2015. La première chose, au vu de ce qui se passe sur les marchés africains, au vu des besoins des entreprises qui vont sur les terrains africains, que ce soit les entreprises nationales, que ce soit les entreprises internationales, eh bien, au vu de tout cela, nous avons créé un référentiel de formation en veille et intelligence économique sur les marchés africains. Et lorsque vous prenez ce référentiel et que vous le mettez à côté des autres référentiels qui existent au niveau mondial, vous vous rendez compte de ce que vous-même vous avez spécifié tout à l'heure, de la place primordiale du renseignement humain sur les marchés africains. C'était la première chose. Lorsque nous avons créé ce référentiel, l'étape d'après, c'était de créer un Master in Business Administration, un MBA en intelligence économique et marché africain, qui a été créé en 2018 à l'École supérieure de gestion de Paris, dans le 11e arrondissement, et qui a d'ailleurs commencé ses inscriptions. C'est la 2e modalité. Et puis on s'est rendu compte, au-delà de transporter ce MBA dans d'autres campus en Afrique, comme on l'a tenté par exemple en Tunisie, au Congo, et d'autres vont arriver, nous avons estimé qu'il y a des cadres qui sont dans les entreprises, il y a des personnes éminentes comme vous, qui avaient déjà un travail, qui avaient quand même une expertise et qui ont besoin, ces personnes-là ont besoin, malgré tout, de s'outiller davantage, de capter davantage l'état d'esprit du CAVI et donc de suivre une formation qui est courte, qui est intensive et qui est certifiante. Ce sont des formations qui peuvent aller de 2 à 5 jours. De 2 à 5 jours. Exact. Et ça se déroule à Paris? Ça se déroule à Paris, ça se déroule au Congo, à Brazzaville, ça se déroule à Yaoundé, en fait dans toutes les capitales où on réunit une masse critique de personnes aptes à suivre ce type de formation. Donc, vous faites de la formation. J'ai vu qu'il y avait 12 secteurs que vous monographiez comme ça. Ça va de quoi? De l'aéronautique au télécom, en passant par la défense, l'agriculture, l'éducation. Je me disais, pourquoi ces secteurs-là et pourquoi pas d'autres? Alors effectivement, la question peut se poser. Il y a des clients qui viennent par exemple du secteur du transport maritime qui nous disent « alors nous on est très très intéressés », d'autres qui nous disent « il y a la logistique, etc. » Mais c'est que fondamentalement, et il ne vous a pas échappé, vous l'avez d'ailleurs fort opportunément soulevé tout à l'heure, qui trop embrasse mal les trains. Nous avons sélectionné 12 secteurs d'activité que nous estimons clés pour la croissance de notre continent, mais une croissance inclusive pour, si vous voulez, mettre en exergue les secteurs qui peuvent le mieux aider à atteindre les objectifs d'émergence qu'ont fixés la plupart des pays africains. Nous avons choisi, disais, ceux-là, ceux qui, de notre point de vue, ont le plus de valeur ajoutée pour les mettre sous surveillance au profit de ceux qui nous font confiance. Et ça marche? Et ça marche, la preuve.
Vous avez l'intention d'aller jusqu'où, en fait? C'est une excellente question. Nous estimons qu'au CAVI, le bonheur, parce que c'est le grand but, le bonheur, c'est de nous coucher tous les soirs en nous disant que nous avons une Afrique compétitive, une Afrique qui incarne ce dont ses fils et filles rêvent, une Afrique qui a voix au chapitre dans la compétition mondiale, une Afrique qui sait contenir ses enfants sur son continent, une Afrique qui sait se prévaloir des richesses sur lesquels sont installés nos États et nos nations. Vous et moi, peut-être que nous parlons à peu près entre initiés, mais si je nous écoute là et je me dis, mais de quoi il parle quand il parle d'intelligence économique? De quoi il parle quand il parle de veille économique? De quoi il parle quand il parle de renseignement économique? Ils se prennent pour des espions ou quoi? C'est une vraie question. C'est une vraie question et je me dépêche de préciser que, et j'aurais pu le faire d'entrée de jeu, c'est pas plus mal maintenant, que l'intelligence économique se distingue précisément de l'espionnage par le fait que les sources mobilisées dans le cadre de l'intelligence économique sont des sources légales. Et uniquement légales. C'est ça le grand distinguo. L'intelligence économique travaille sur le terrain de la légalité, tandis que l'espionnage, évidemment, peut... vous ne vous promenez pas avec allez, on va dire, des appareils photo comme ça, comme des touristes, et puis vous photographiez à tout va, et après vous rentrez dans vos officines. Nous le faisons tout à fait, sauf que nous ne travaillons pas dans des officines. Nous estimons que si un boulanger vient s'installer dans un village du fin fond du Congo, par exemple, et qu'il se met à menacer le boulanger du coin parce qu'il vend beaucoup plus de pain, parce qu'il attire beaucoup plus de monde aux heures de pointe, il est tout à fait légitime que nous aidions ce petit boulanger du fin fond du Congo à analyser son concurrent. Donc si on peut aller filmer la déventure du concurrent, voir comment son pain est disposé, voir si ses serveuses ne sourient pas davantage, etc., s'il n'a pas prévu un parking qui fait que du coup les gens peuvent mieux se garer là-bas et donc qui attire plus de gens, si on doit le faire en toute légalité, on le fait et avec beaucoup de fair play. Très bien. Et donc, vous faites de la veille économique, de la formation. Vous organisez aussi de grands événements. Et on m'a dit que bientôt, il y aura donc des états généraux de l'intelligence économique. Je me suis dit, ce sont des gens absolument extravagants. Ils font toujours des choses dans l'extravagance. C'est quoi les états généraux? Je vais vous faire une confidence. Allez-y. C'est que, et c'est Bismarck qui le disait, le renseignement, c'est un métier de seigneur et qui se fait dans la totale discrétion. Si tout allait comme dans le monde idéal, dans une espèce d'Afrique idéale, on ne nous verrait pas. On n'entendrait jamais parler de nous. Mais c'est précisément parce que nous avons besoin de sensibiliser les décideurs, besoin de sensibiliser les opérateurs économiques, que nous avons besoin aujourd'hui, plus qu'hier, de sensibiliser les opérateurs politiques et que nous avons décidé de pousser le bouchon plus loin jusqu'à sensibiliser nos collégiens, nos lycéens, nos universités à la compétition rude dans laquelle nous sommes engagés. Si ce n'était pas cette nécessité, on ne nous verrait pas. Aujourd'hui, sur le terrain de l'intelligence économique en Afrique, il y a des opérateurs étrangers qui tentent d'organiser l'intelligence économique sur notre continent. Vous imaginez? À leur bénéfice. À leur bénéfice, bien évidemment. Il n'y a pas de gratuité dans les relations internationales. Ça n'existe pas. Il n'y a que de l'influence, il n'y a que des intérêts et c'est tout ce qui compte. Donc, on se retrouve sur un terrain africain où des gens veulent nous organiser, en quelque sorte nous aider à être capables de nous battre contre eux. Ce qui est totalement... Enfin, je me garde bien de tout commentaire. Donc, on voit tout cela cheminer sur le continent, côtoyer ce que fait le CAVI. Et après 3 ans, après le lancement de la première journée africaine de l'intelligence économique, nous avons estimé que nous étions mûrs pour nous arrêter dans un instant de gravité pour appeler les principaux opérateurs africains de l'intelligence économique, appeler les opérateurs économiques pour qu'ils viennent, exprimer les besoins des entreprises à l'état actuel des choses. 2, donner l'état des lieux de l'intelligence économique sur le continent africain. 3, nous projeter à horizon 2025 sur ce que nous devons faire de primordial
pour une intelligence économique qui participe davantage de la compétitivité de nos États. Et à côté de cela, nous avons ajouté les récompenses, par exemple, aux plus méritants, etc., ainsi que l'inauguration, le lancement de l'Observatoire panafricain du numérique et du digital. Donc c'est un instant de gravité où il va falloir nous dire des vérités, mais en sortir avec une feuille de route qui donne les lignes de force de ce que doit être l'intelligence économique dans les prochaines années. Très bien. Ça se passe où déjà? Ça se passe à Dakar. Ce sera du 29 au 30 avril 2019. Tout le monde peut y participer. Il y a toujours cette question. Dès que moi j'entends parler de quelque chose, je me dis, est-ce que je peux y participer? Est-ce que le monsieur Landa qui nous écoute aujourd'hui peut y participer? Au commencement, les États généraux, instant de gravité, étaient uniquement prévus pour les acteurs de l'intelligence économique opérant au sein du Centre africain de veille d'intelligence économique. Mais chemin faisant, étant à l'écoute de notre environnement, recevant les appels, recevant les correspondances de nos amis et de personnes comme vous qui souhaiteraient quand même être au cœur de cet événement, nous avons créé une nouvelle catégorie de participants qui sont les observateurs. Donc vous pouvez tout à fait, et nous serions ravis de vous accueillir, Intuitu Personae, mais aussi Télésud, à Dakar, à ce grand événement au titre d'observateur du CAVI. Donc il y aura de vrais participants, on va appeler ça, des acteurs impliqués. Des acteurs de l'intelligence économique, oui. Et vous ouvrez la porte à des observateurs pour qu'ils viennent voir comment les espions économiques travaillent, c'est ça? Pour qu'ils viennent voir que nous faisons tout sauf de l'espionnage, parce que l'espionnage ne se fait pas en public. Ah, l'espionnage ne se fait pas en public, c'est pas mal ça. On m'a dit que dans la foulée, vous présenterez aussi la revue africaine de l'intelligence économique, c'est ça? C'est ça, RAVI, Revue africaine de veille et d'intelligence économique, parce qu'il ne vous a certainement pas échappé que l'Afrique produit à peu près 4% des connaissances mondiales. C'est-à-dire que tout ce que nous utilisons en termes de connaissances sur le continent africain est pratiquement importé. Or, on ne peut pas se battre sur le terrain de la compétition économique si on ne produit pas de la connaissance. Et pour pousser loin, beaucoup plus loin, le bouchon de ce que nous sommes en train de faire, nous avons estimé qu'il fallait lui donner un moteur, une espèce de grain à moudre par-dessus tout, qui réside dans la publication de cette revue à laquelle vous faites référence. Et cette revue, il va y avoir quoi à l'intérieur de cette revue? Est-ce que c'est une revue que je vais m'acheter au coin de la rue à Douala ou à Cotonou, ou c'est une revue pour spécialistes, encore une fois? Ça, ce serait le scénario idéal. Au commencement, il y a tout ce fameux cœur du réacteur qui fait que des experts de l'intelligence économique écrivent d'abord pour les experts de l'intelligence économique, de leur champ d'activité. Ça, c'est le premier rayon, le cœur de cible. Ensuite, le deuxième cercle, c'est les acteurs économiques et politiques d'ailleurs, et même du monde associatif, parce qu'il y a l'intelligence humanitaire qui mobilise par exemple les organisations non gouvernementales. Eh bien, ce deuxième cercle, ce sont les consommateurs de premier niveau de l'intelligence économique. Et puis le troisième niveau, c'est n'importe quel type d'individu, lambda, ça peut être un universitaire, un étudiant ou l'homme de la rue qui s'intéresse aux problématiques d'intelligence économique. Donc à l'intérieur, il y aura un contenu capable de satisfaire ces trois catégories de cibles. Il est vendu? Et bien entendu. Bien entendu. Je me disais, il ne s'arrête donc jamais. Un matin, il se réveille, il dit, OK, on va créer un centre africain de veille et d'intelligence économique. Le lendemain, il dit, tiens, on va créer aussi, on va faire de la formation. 3 jours plus tard, il se réveille, il dit, je vais faire un magazine. Qu'est-ce qui vous fait courir? C'est très intéressant votre question parce que, vu de loin, on peut effectivement avoir l'impression que c'est des acteurs qui fourmillent d'énergie comme cela et qui fourmillent d'idées et qui en produisent une comme ça tous les 3 semaines, tous les 6 mois, etc. C'est l'impression qu'on a. Oui, la réalité est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, nous avons fait 3 choses. La première chose que nous avons fait, c'était de construire une stratégie. Stratégie qui est en fait le rapport entre les objectifs que nous souhaiterions atteindre et les moyens toujours limités que nous avons. Ça, c'est la première chose que nous avons faite. La deuxième chose que nous avons faite, c'était de nous entourer de personnes tout à fait compétentes dans différents pays qui soient capables de porter cette action-là. Et maintenant, nous sommes dans la phase du déroulement. Et c'est pour cela que vous voyez apparaître à intervalles réguliers toute cette série d'activités en fait, qui répondent de la stratégie initiée plus haut. Vous ne semblez donc pas être à la fois au four et au moulin, c'est ça? Disons que nous sommes des gens précisément occupés parce que l'Afrique en a besoin. Guy Gouette.
Merci. C'est moi. C'est moi. Président du Centre africain de veille et d'intelligence économique, vous organisez les 29 et 30 avril prochains à Dakar les États généraux de l'intelligence économique et vous me disiez sur ce plateau qu'il y aura évidemment les acteurs de l'intelligence économique, mais tous ceux qui sont intéressés à voir de plus près ce que c'est l'intelligence économique sont invités à titre d'observateurs à Dakar aussi pour y participer, c'est ça? Exact. Juste une dernière question comme ça, si je dois y participer, comment je fais? Ben, toutes les informations sont sur notre site internet. Il suffit de vous rendre, de nous donner toute une série d'informations relatives à vous, parce que nous sommes quand même dans un domaine suffisamment sanctuarisé, de nous renseigner un tout petit peu sur vous, sur vos activités, et en retour, vous recevez donc la fiche d'inscription aux États généraux de l'intelligence économique africaine. Très bien, Guy Gouette, merci infiniment. C'est moi. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes. Évidemment, sur Télésud, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.